Bonjour et bienvenue à cette tournée sur les pages de la presse locale et internationale. À commencer tout de suite par l'Ahram Hebdo et nous tirons ce titre: Al-Sisi et son homologue tanzanienne signent des accords de coopération dans les domaines de l'agriculture, des transports, de l'électricité et de l'énergie. Les deux dirigeants ont étudié la création d'une liaison maritime entre les ports de Safaga et de Dar es Salaam ainsi que d'un corridor multimodal reliant le Caire à la capitale tanzanienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu samedi à Dar es Salaam avec la présidente de la République tanzanienne Samia Saleh Hassan. Selon un communiqué publié par la présidence, les deux présidents ont assisté à la signature de deux protocoles d'accord portant sur les secteurs des transports, de l'électricité et des énergies renouvelables. Et pour plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Dina Kordi, qui est analyste politique. Dr Dina Kordi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci infiniment. Tout d'abord, on aimerait jeter la lumière sur cette visite, la visite qu'a effectuée le chef de l'État en Tanzanie et les accords et les différents dossiers qui ont été abordés. Oui, ça c'est une visite qui est vraiment très importante pour les deux pays, étant donné que, comme vous l'avez mentionné, chère madame, pour les corridors maritimes qui vont être faits entre les deux pays, entre Dar es Salaam et entre Safaga. Et bien sûr, ça c'est très important pour le transport maritime entre les deux pays, surtout que le président Sisi accorde une très grande importance aux pays africains et aussi à l'existence ou bien la présence de l'Égypte au sein du continent africain, surtout bien sûr avec les protocoles de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc cela vraiment va aboutir à tisser les liens entre les deux pays et à aussi augmenter ou bien élever le taux de croissance dans les deux pays et aussi améliorer les relations entre les deux pays, surtout dans le domaine du transport maritime. Oui. Et d'après vous, le fait d'avoir jeté la lumière essentiellement sur l'énergie et le transport, dans quelle mesure ceci reflète la vision égyptienne au cœur de l'Afrique et la vision africaine concernant ces deux secteurs? En fait, ces deux secteurs sont les secteurs les plus importants. On parle maintenant de l'énergie renouvelable et de tout ce qui en relation avec l'énergie verte. Alors, c'est pour cela que l'Égypte, comme vous le savez, accorde une très grande importance à ce type-là d'énergie renouvelable. Et c'est la même chose aussi pour l'Afrique. Et étant donné que nous avons vraiment l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, et on parle beaucoup en fait de l'énergie verte et de l'énergie renouvelable, c'est pour cela que les deux pays vont tisser les liens dans ce domaine-là, de l'énergie et du transport. Étant donné que c'est l'heure vraiment maintenant de parler de tout ce qui concerne l'énergie verte et l'énergie renouvelable, l'hydrogène vert et ainsi de suite. Donc ça va vraiment élever le taux de collaboration entre les deux pays. Et bien sûr, étant donné que l'Égypte occupe une place importante dans ce type-là d'énergie et va bien sûr impacter par la suite sur les autres pays, les autres pays africains. Alors la Tanzanie veut vraiment profiter de l'expérience égyptienne dans ce. Oui, docteur Dina Kordi, merci pour votre intervention, mais je vous prie de rester avec nous. Nous avons encore quelques nouvelles à scruter et passons au dernier développement au Moyen-Orient et le quotidien français Libération. Et nous avons pour titre: 2 militaires américains tués en Jordanie. Menace du guide suprême iranien. L'armée américaine a annoncé la mort de 2 militaires américains et la disparition d'un troisième lors de frappes iraniennes en Jordanie. Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, l'incident s'est produit vendredi alors que les forces américaines et leurs alliés se défendaient contre des attaques de missiles et de drones iraniens. Un militaire américain est toujours porté disparu, tandis que 4 autres ont été évacués vers des hôpitaux jordaniens. De son côté,
le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a menacé d'infliger des leçons inoubliables aux États-Unis après la reprise des frappes contre l'Iran qui prouve, selon lui, que la signature de Donald Trump est sans valeur. Comment expliquez-vous la reprise des frappes aériennes quotidiennes des États-Unis contre l'Iran alors que l'accord de paix avait été officiellement amorcé par le mémorandum d'Istanbul? Oui, effectivement, c'est malheureusement ce qui se passe maintenant et les frappes iraniennes américaines qui ont été déclarées récemment. Mais vraiment, tout cela, ça va impacter sur la région. Et comme nous l'avons vu maintenant, il y a la mort de plusieurs militaires jordaniens, ainsi de suite. Alors, je pense que vraiment la situation va s'aggraver si nous n'allons pas revenir une autre fois au mémorandum ou bien à la table de négociation une autre fois. Donc, ça va vraiment... il y aura la crise qui va s'aggraver dans le Moyen-Orient. Ça va impacter bien sûr sur tous les niveaux économiques, financiers, militaires et tout cela. Et bien sûr, c'est pas bien sûr apprécié du tout en fait que la reprise de ces frappes militaires là de la part des deux pays. Parce que si, bien sûr, l'Amérique a commencé, donc nous avons après cela l'Iran qui va augmenter ses frappes aériennes contre, bien sûr, le Moyen-Orient et contre les pays du Golfe. Et tout cela, bien sûr, va s'empirer. Et à votre avis, en quoi peuvent consister les menaces iraniennes avancées par Khamenei à l'encontre des États-Unis? Qu'est-ce qu'il veut dire par leçon inoubliable? En fait, je pense que ces frappes iraniennes veulent dire que nous sommes toujours là, nous avons toujours la force et nous n'allons pas arrêter ce qui a été commencé et nous allons par exemple déclarer une très grande guerre dans le Moyen-Orient, ainsi de suite. Mais bien sûr, cela ne va aboutir à rien, c'est-à-dire nous devons vraiment revenir à la paix et aux négociations une autre fois. Sinon, donc, il y aura bien sûr le pire pour tout le Moyen-Orient, y compris tous les pays du Golfe. Et bien sûr, ça va impacter sur nous en tant que, bien sûr, nous en tant qu'Égypte. Alors, je pense que vraiment, tout cela, ça doit être arrêté. Je pense qu'il doit y avoir un rôle qui doit être joué de la part de tous les pays pour que nous puissions vraiment arrêter cette reprise-là de guerre une autre fois. Oui. Passons au quotidien libanais L'Orient le jour. Et Aoun se rend à Washington où il doit rencontrer Donald Trump. Le président libanais doit s'entretenir aux États-Unis avec plusieurs responsables américains de la situation au Liban et des moyens de consolider le cessez-le-feu. Le chef de l'État, Joseph Aoun, effectue une visite officielle à Washington où il doit rencontrer le président Trump le mardi 21 juillet. Et selon la présidence libanaise, cette visite intervient après des négociations entre le Liban et Israël qui se sont achevées mercredi à Rome. Il est accompagné de son épouse Neama Aoun. Outre le sommet libano-américain prévu à la Maison-Blanche, Aoun doit s'entretenir avec plusieurs responsables américains de la situation au Liban et des moyens de consolider le cessez-le-feu, notamment dans le sud, ainsi que du retrait d'Israël des régions libanaises qu'il occupe toujours, selon un communiqué de la présidence. Docteur Dina Kourdi, à votre avis, comment peut-on évaluer ou définir la situation au Liban du Sud? Est-ce que vraiment les États-Unis vont jouer un rôle et ont la volonté politique de jouer un rôle? Pardon, je ne vous ai pas bien entendu, madame. Comment peut-on évaluer la situation au sud du Liban? Est-ce que les États-Unis veulent réellement jouer un rôle et veulent mettre terme à l'agression israélienne et à l'occupation israélienne du Liban du Sud? Oui, à mon avis, je pense que c'est ce que vraiment veut l'Amérique ou bien les États-Unis veulent vraiment jouer un rôle à mettre fin à ces frappes-là entre Israël, entre bien sûr Hezbollah. Cette situation-là qui s'empire en fait depuis longtemps et ça continue. Alors, vraiment, on doit mettre fin. Donc, il y a maintenant les États-Unis qui veulent jouer un rôle.
de médiation. Nous espérons un jour vraiment arriver à terme ou bien de toutes ces frappes-là, parce que vraiment ça impacte sur toute la région. Ça impacte bien sûr sur l'économie, bien sûr au Liban. Nous espérons un jour vraiment voir quelque chose pour mettre fin à cette guerre-là. Et nous voulons avoir aussi d'autres médiateurs, ou bien comme par exemple l'Égypte, qui peut jouer un rôle, par exemple avec les États-Unis, pour mettre fin à cette guerre-là, qui est une guerre qui bien sûr qui continue toujours, qui est sans cesse. Oui. À votre avis, est-ce que ce sommet Aoun-Trump peut vraiment débloquer l'application de l'accord cadre avec Israël? Espérons, je ne sais pas que vraiment, c'est-à-dire nous pouvons vraiment mettre fin à cette guerre. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire toujours, comme vous le savez, c'est-à-dire il y avait beaucoup de sommets qui ont été tenus avant cela et après cela, donc nous voyons qu'il y a une violation pour tous les protocoles et tous les accords. Je pense qu'il est temps vraiment de parler d'une manière vraiment sincère et vraiment très raisonnable pour vraiment disons pour le bien ou bien la vie de toutes les personnes en fait qui vivent au Liban. Parce que vraiment, je vois que les Libanais, ce sont les personnes vraiment, ou bien c'est la population qui paye toujours, ou bien qui est toujours en sacrifice pour Hezbollah. Docteur Dina Kurdi, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, madame. Merci. Passons au territoire palestinien occupé. Le quotidien français Le Monde titre « Un adolescent palestinien, jeune footballeur, est mort lors d'une attaque de colons israéliens en Cisjordanie ». Fadi Hamdallah Innassen, âgé de 17 ans, qui jouait dans le club d'Al Moraïr, a succombé samedi matin à ses blessures, selon la Fédération palestinienne de football, et a été enterré dans l'après-midi dans son village. La fédération a accusé l'armée israélienne d'avoir tiré sur l'adolescent lors d'une attaque de colons contre la localité, affirmant qu'il avait été touché à la cuisse par une balle explosive et avait dû subir une amputation avant de mourir des suites de ses blessures. Des dizaines de personnes vêtues de noir ont conduit la dépouille du jeune homme de l'hôpital palestinien à Ramallah jusqu'à son village. Passons au quotidien Le Progrès égyptien, le quotidien francophone, et un titre portant sur la situation au Venezuela. Plus de 5000 morts dans les séismes. Le FMI débloque des fonds pour la reconstruction. Le bilan des séismes au Venezuela a dépassé vendredi 5000 morts, un chiffre toujours provisoire, 3 semaines après la catastrophe qui a laissé des milliers de personnes sans abri, alors que Caracas a obtenu une enveloppe de 346 millions de dollars du FMI pour financer la reconstruction. Au moins 5069 personnes ont péri lors des tremblements de terre de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé à 39 secondes d'intervalle le nord du pays et particulièrement l'état de la Guerra, selon un nouveau bilan publié par le président du Parlement. Les secousses ont également fait 16 740 blessés. Le nombre de disparus, que les autorités n'évoquent pas, pourrait atteindre 50 000 d'après une estimation de l'ONU réalisée au surlendemain du double séisme. De retour à El Ahram Hebdo avec la dernière nouvelle concernant la Coupe du Monde. Et nous avons pour titre « L'Angleterre décroche la 3e place après un spectaculaire succès contre la France ». L'Angleterre a remporté la 3e place de la Coupe du Monde 2026 de football en s'imposant avec éclat face à la France sur le score 6-4 samedi à Miami, signant ainsi son meilleur résultat dans la compétition depuis 1966, année de son unique sacre mondial.
Dans une rencontre disputée avec des équipes largement remaniées par les deux sélectionneurs, après leur élimination frustrante en demi-finale, l'Angleterre a pris les devants dès la première période grâce à un quadruplé collectif inscrit par Declan Rice, Ezri Konsa et Bukayo Saka. Les Français ont tenté de renverser la situation grâce à des buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola, mais Saka a mis fin à leur retour en transformant un penalty. Fin de cette brève tournée sur les pages de la presse locale et internationale. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.